Le fils autiste du millionnaire n'a parlé à personne, mais le nouveau cuisinier a fait quelque chose qui l'a changé. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans cette immense demeure, quelque chose qui contrastait avec l'éclat exagéré des lustres en cristal, le reflet doré des murs ornés de tableaux d'artistes renommés et le bruit lointain des puissants moteurs des voitures de luxe garées dans le garage. Au milieu de ce vacarme de richesse, un silence dense, presque physique, dominait le cœur de « à la maison ». Ce silence provenait d'un seul garçon, le fils du millionnaire, un garçon qui n'avait jamais prononcé un mot. On aurait dit que chaque recoin de la demeure était condamné à supporter le poids de ce vide. Et ce contraste inexplicable, l'écho assourdissant de la richesse contre le silence absolu de l'enfant, était le mystère que personne ne pouvait résoudre. Avant de continuer, je voudrais vous lancer une simple invitation. Si vous aussi, vous croyez qu'il existe des histoires qui prouvent que l'amour est plus fort que n'importe quelle barrière, écrivez le mot « espoir » dans les commentaires. Cela me montrera non seulement que vous ressentez l'intensité de ce récit avec moi, mais renforcera aussi le message qu'il véhicule. Et bien sûr, si vous pouviez laisser un j'aime et vous abonner, ce serait formidable de vous voir suivre chaque détail de ce qui va se passer. Le millionnaire, habitué à transférer des milliards de dollars d'une simple signature et à décider du sort d'entreprises entières lors d'une seule réunion, était éclipsé par son propre fils. Aucun médecin, aucun thérapeute, aucun spécialiste engagé au prix fort ne pouvait briser le mur invisible qui l'isolait du monde. Au fil des ans, tentatives et tentatives échouèrent, n'apportant que davantage de frustration et un vide qui grandissait silencieusement. Tandis que les invités s'émerveillaient des banquets servis sur de longues tables de marbre, tandis que les musiciens de service emplissaient de l'air, de violon et de piano, il y avait toujours une chaise silencieuse occupée par l'héritier qui ne regardait personne, qui ne répondait à rien, qui semblait prisonnier de son propre univers. Certains employés apprirent à ignorer sa présence, passant à côté de lui comme s'il faisait partie du décor. D'autres murmuraient des histoires, certains avec pitié, d'autres avec crainte, comme s'il y avait quelque chose de surnaturel dans ce silence ininterrompu. Le père, aussi froid et dur qu'il fût dans ses affaires, devenait vulnérable chaque fois qu'il passait devant la chambre du garçon. Parfois, il restait là de longues minutes, aux petites heures du matin, à l'affût du moindre bruit qui trahissait la vie, d'un soupir, d'un mot, de tout ce qui prouverait qu'un pont existait encore entre eux. Mais il était toujours englouti par la même absence impénétrable. Ce silence n'était pas seulement inconfortable, il devint une sorte de condamnation quotidienne. Le millionnaire avait le sentiment d'avoir pouvoir sur tout, sauf sur ce qui comptait vraiment. Aucune somme d'argent, aucun cadeau luxueux, aucun voyage exotique ne pouvait susciter la moindre réaction sincère chez son fils. Et ce qui rendait la situation encore plus cruelle, c'est que, malgré tous ses efforts pour ne pas l'admettre, sa fortune ne faisait qu'élargir le fossé qui les séparait. C'était comme si le garçon vivait dans une bulle où rien d'extérieur ne pouvait pénétrer. Les années passèrent ainsi. Le garçon grandit, entouré de diagnostics, de rapports médicaux et de thérapies coûteuses, mais sans jamais se confier, sans jamais parler, sans jamais offrir un signe de réciprocité. La demeure, qui pour beaucoup ressemblait à un paradis, n'était pour lui qu'une prison silencieuse, froide et étouffante. Son père, même entouré de monde, se sentait plus seul que jamais, car aucun succès en affaires ne pouvait compenser la défaite qu'il subissait à la maison. Et puis, au milieu de ce décor de solitude dissimulé par le luxe, un changement inattendu se produisit. Une nouvelle employée fut embauchée, une femme simple, issue d'un milieu que le millionnaire n'aurait jamais jugé digne de son attention. Elle n'avait pas de diplômes exposés dans des cadres coûteux et n'était experte que dans ce qu'elle connaissait le mieux, la cuisine. Pour la plupart des employés, son arrivée ressemblait à un simple remplacement, un changement de routine parmi l'interminable rotation du personnel qui servait dans cette maison. Mais personne n'aurait pu imaginer que cette femme possédait un talent inestimable. Et c'est lors de son premier jour de travail que quelque chose d'inhabituel se produisit, quelque chose de si subtil qu'il passa presque inaperçu, mais suffisamment puissant pour briser le silence qui régnait dans ce manoir. Le détail était là, bien en vue, mais une seule personne l'avait vraiment remarqué. La cuillère en argent s'immobilisa en plein vol, tandis qu'une petite étoile en sucre brillait au coin de l'assiette, et deux yeux, rarement fixés sur quoi que ce soit, suivirent ce point lumineux comme un phare. Le nouveau cuisinier le remarqua avant tout le monde, avec l'attention silencieuse de quelqu'un qui écoute ce qui n'est pas dit. Il n'y eut pas un mot, pas de geste théâtral, juste un léger déplacement du regard du garçon,
comme si quelque chose dans la disposition des plats avait allumé en lui une ampoule cachée. La pièce restait animée par les rires des personnalités, des bribes de conversation sur les investissements et les voyages, mais dans ce microcosme de porcelaine blanche et d'argenterie rutilante, le temps ralentit. Le garçon ne toucha pas au couvert. Il observa, et le cuisinier comprit que l'observation était son langage. Sur la deuxième assiette, au lieu d'empiler les ingrédients comme l'avait fait la précédente, elle disposa les couleurs en motifs. La purée formait un demi-cercle net, les petits pois étaient parfaitement espacés, et les fines lamelles de carottes formaient un chemin large qui commençait par se rétrécir jusqu'à un point presque invisible. Le garçon inclina légèrement le visage, suivant le rythme, et une tension à peine perceptible disparut de son front. Son père, sceptique par habitude et sur la défensive, fit semblant de ne pas voir, mais ses doigts resserrés autour du verre trahissaient le doute qu'il préférait dissimuler. La cuisinière ne regarda pas son père. Elle ne regarda que le garçon, comme si elle avait trouvé une porte, et en testait lentement les clés, une à la fois. Elle répéta le geste avec précision, un triangle de couleur ici, une ligne droite là, un contraste de texture mesuré comme quelqu'un qui brode. Chaque plat était une invitation discrète, une chorégraphie pour le regard. D'abord le balayage du regard, puis le relâchement des muscles du cou, et puis les mains du garçon, longtemps restées dans le creux de sa propre timidité, avancèrent un peu plus loin sur la table, sans rien toucher. Le cuisinier retira discrètement la cuillère en argent et ne laissa que la nourriture, comme pour dire que ce qui compte, ce n'est pas l'instrument, mais le chevalet. Le père le remarqua et prit une profonde inspiration, sur le point d'ordonner l'arrêt total pour ne pas créer de faux espoirs, mais il resta là, prisonnier d'une peur qu'il ne pouvait nommer, observant un miracle qu'il n'osait pas appeler miracle. La serveuse passa, servant du jus, le bruit de la glace sur le cristal perçant l'espace comme une cloche. Le garçon tressaillit un instant, non pas par peur, mais par sensibilité à l'impact de ce timbre froid. La cuisinière remarqua son tressaillement, se dirigea vers le comptoir et revint avec une petite serviette en lin qu'elle avait elle-même pliée en un léger geste. Elle la plaça à côté de l'assiette, non pour la nettoyer, mais pour adoucir le regard dur de son regard. Le garçon regarda la serviette comme s'il y reconnaissait une marge de sécurité. Son père s'agita sur sa chaise, perplexe devant la signification de ce néant qui semblait si vaste. Tandis que tout le monde était distrait par la plaisanterie de l'hôte, le cuisinier avança lentement l'assiette et, du bout d'une spatule à dessert, réorganisa les petits pois jusqu'à ce que le motif forme un motif que seuls les plus attentifs percevraient. Une succession de mouvements ascendants puis descendants. Une pulsation visuelle rappelant les ondulations d'un lac. Le garçon suivit le mouvement des yeux et, pour la première fois de la soirée, le coin de sa bouche forma une courbe presque imperceptible. Ce n'était pas encore un sourire, c'était autre chose, plus profond, comme si son corps avait compris un message que les mots ne pouvaient pas encore transmettre. Puis, elle fit quelque chose d'inattendu à une table où tout le monde était toujours pressé. Elle s'arrêta. Elle ne toucha plus à son assiette, ne parla à personne, ne chercha pas d'approbation. Elle laissa au garçon le temps de terminer la phrase que son regard avait commencé. Il tendit lentement les doigts et, au lieu de manger, réarrangea 2 petits pois, les alignant avec une précision qui confinait au sacré. La cuisinière ne le corrigea pas. Elle la salua. C'était la première coopération silencieuse de toute la maison. Le père, qui s'était toujours vanté de maîtriser le rythme du monde, comprit que seule comptait ici la vitesse de son fils. Dans une maison habituée aux excès, le cuisinier opta pour la précision. Pas de musique, pas de parfum puissant, pas de cliquetis de couverts. Juste le rythme d'une assiette transformée en carte. Le garçon sonna de nouveau, 7 fois, 3 fois, en maintenant le même intervalle entre chaque sonnerie. Le cuisinier répondit par 3 respirations rythmées, presque inaudibles, comme pour restituer le langage corporel. Son regard se posa à nouveau sur elle, non pas comme pour obtenir une approbation, mais comme s'il reconnaissait une partenaire de danse. La serveuse, ne comprenant pas, prit un verre et interrompit le service. Le garçon recula d'un pas, et l'atmosphère se brisa. Son père leva la main prêt à tout arrêter, enfilant fièrement une tenue protectrice pour dissimuler sa peur de perturber ce qui venait à peine de commencer. La cuisinière fit alors le geste le plus simple de la soirée. Elle remit la serviette à sa place exacte, rendant au tableau le cadre qui le rendait supportable. Le garçon reporta son regard sur son assiette. Son père ne se rassit pas. Il se tenait en bout de table, comme si la gravité de la pièce avait changé.
Quelqu'un fit une remarque sur une horloge rare achetée aux enchères, et la cuisinière s'empara du thème de la cadence. Du bout de sa fourchette, elle marqua un tic-tac visuel sur la purée, un intervalle constant, 2 longs traits, 2 courts, 2 longs traits, 2 courts, avec une simplicité qui l'endormit. Le garçon suivit son souffle, sa cage thoracique se soulevant et s'abaissant selon ce rythme assuré. Son père remarqua que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu son fils respirer sans tension dans la clavicule. Sans demander la permission, le cuisinier apporta dans son assiette un petit bol de graines grillées qui tintèrent doucement au contact de la vaisselle. Il ne les jeta pas toutes d'un coup. Il en laissa tomber une, puis une autre, puis une séquence qui répétait la logique du motif sur la purée. Le garçon leva la main et, avec une précision que son père n'avait vue que dans les rapports d'ingénierie, aligna les graines vers la gauche, n'en laissant qu'une seule isolée sur le bord supérieur de l'assiette, comme un accent. Le cuisinier sourit légèrement, et ce sourire n'était destiné qu'au garçon. Son père détourna le regard vers la fenêtre, comme si quelque chose d'extérieur pouvait expliquer la faiblesse qui tremblait dans ses doigts. La cuisinière savait que les motifs ne sont pas des illusions, mais des étreintes visuelles. Elle rangea donc la spatule et sortit un bol de fruits découpés en formes géométriques simples, des carrés de pommes, des rectangles de mangue, des triangles de melon. Elle plaça le bol de manière à former un axe avec le plat principal, et le garçon comprit la continuité. Il toucha d'abord le triangle, puis le carré, répétant l'alternance 2-1-2-1 comme s'il signait son propre nom dans une langue secrète. Son père s'avança, incapable de rester spectateur de ce qui jusque-là lui avait semblé impossible. Pendant tout ce temps, la cuisinière protégeait l'espace du garçon de toute stimulation inutile. Elle demandait du regard de tamiser les lumières sur la table. Elle faisait signe de débarrasser l'autre extrémité des verres qui reflétaient les étincelles de cristal. Elle dissolvait l'excédent pour que l'essentiel soit visible. Et lorsque la pièce fut à nouveau remplie de conversation et d'exagération, le garçon fit le premier geste dont toute la maison se souviendrait. Il fit pivoter le triangle de melon jusqu'à ce que sa base soit alignée, avec le bord de l'assiette et de l'index, toucha délicatement le coin supérieur, 1 fois, 2, 3 fois. La cuisinière répondit en glissant un petit pois dans le demi-cercle de purée, complétant ainsi une figure enfin achevée. Ce n'était pas un discours, ce n'était pas un sourire. C'était un accord clair, un accord entre 2 mondes qui avaient enfin trouvé la même fréquence. Le père prit une grande inspiration, laissant échapper un son bref et rauque, mi-rire, mi-sanglot. Il voulut la remercier, mais le mot ne venait pas. Et c'était peut-être pour le mieux, car ce qui maintenait ce fragile début était précisément l'absence de demande. La cuisinière prit soigneusement l'assiette, préservant les formes que le garçon avait créées comme quelqu'un qui porte un dessin humide. Avant de se retourner, elle remarqua quelque chose que personne ne verrait de loin, une légère vibration dans la gorge du garçon, une intention sonore qui n'avait pas encore trouvé le chemin de la voix. Entrant dans la cuisine, son cœur battait au rythme du motif qu'elle avait dessiné sur la purée, et c'est en arrivant au seuil de la porte de service que, par réflexe, elle leva les yeux et remarqua un vieux portrait de famille accroché en haut du mur. Sur le tableau, une femme disparue tenait la même serviette en lin qu'elle avait pliée en vague, comme si la maison possédait un vocabulaire inconnu. La cuisinière marqua une pause, juste le temps de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un dîner ordinaire, mais du début de quelque chose qui exigerait autant de courage que de délicatesse. La salle à manger sembla alors peser un poids nouveau, comme si les murs étaient témoins de quelque chose qu'il n'oserait jamais révéler à voix haute. Le millionnaire, habitué aux réponses immédiates et aux solutions toutes faites pour chaque problème, se retrouvait désormais face à une énigme impossible à résoudre par des chiffres ou des contrats. Il ne dit rien, mais chaque regard qu'il jetait au cuisinier révélait un mélange d'incrédulité et de méfiance. Après tout, comment quelqu'un sans diplôme, sans études poussées, sans brillant parcours médical, pouvait-il éveiller chez son fils quelque chose que même les meilleurs spécialistes du pays n'avaient pas réussi à éveiller? Cette question résonnait comme un marteau dans son esprit, implacable. Le garçon, à son tour, semblait avoir établi une sorte de code secret, un langage que seule la cuisinière semblait comprendre. Elle ne faisait pas de mouvements brusques, ne parlait pas fort, ne le pressait pas. Elle lui créait simplement un espace d'interaction, et cet espace, on ne lui en avait jamais donné. Les médecins cherchaient toujours à lui soutirer, à le provoquer, à lui soutirer quelque chose qui témoignerait d'un progrès. Elle, en revanche, n'exigeait pas, elle offrait. Et c'était peut-être précisément pour cela que le garçon, même dans son silence,
réagissait déjà si différemment. Cependant, ce changement ne pouvait être ignoré. Les domestiques commencèrent à remarquer les petites interactions et bientôt les couloirs du manoir se remplirent de murmures. Certains croyaient à la chance, d'autres parlaient de coïncidence et d'autres encore attribuaient cela à un don mystérieux que le cuisinier cachait. Mais tandis que chacun exprimait son opinion, seules 2 personnes en faisaient véritablement l'expérience. Le garçon, dans son dôme brisé par de minuscules fragments de lumière, et son père, incapable d'accepter la possibilité d'assister à un miracle auquel il n'avait pas cru. La nuit suivante, le millionnaire décida d'observer de plus près. Il ne l'annonça pas, ne le dit à personne, s'étant simplement assis à table plus tôt, attentif à chaque détail. Lorsque le cuisinier servit l'assiette de son fils, ses yeux suivirent chaque mouvement, cherchant à comprendre s'il y avait une ruse, un artifice caché. Mais rien que la simplicité, la disposition soignée des aliments, le respect du temps du garçon, le silence, celui d'un allié, non d'un ennemi. Le garçon réagit de nouveau, déplaçant cette fois un fruit pour former une ligne inédite. Son père y vit une provocation. Une part de lui fut émue, mais une autre refusa d'y croire. Au fil des jours, cette tension ne fit que s'accroître. Le millionnaire était tiraillé entre un espoir grandissant et l'incrédulité qui le protégeait d'une nouvelle déception potentielle. Il se demandait constamment si c'était bien réel, si son fils réagissait réellement, ou si c'était simplement son esprit fatigué qui se faisait des illusions face à des gestes banals. La cuisinière, indifférente aux doutes de son patron, restait fidèle à son approche habituelle. Patience, observation, respect. Elle ne recherchait ni applaudissements ni reconnaissance, poursuivant simplement son travail comme si chaque repas était un rituel sacré, une occasion unique de toucher l'intimité de ce garçon. Et c'est précisément dans cet équilibre fragile, entre l'incrédulité du père et la reddition silencieuse du cuisinier, qu'un nouveau détail est apparu, un détail si petit qu'il serait passé inaperçu s'il n'avait pas changé, à jamais, la façon dont ce millionnaire regardait son propre fils. Le détail semblait glisser entre les mailles du filet. Ce n'était ni un geste grandiose, ni un événement digne d'un triomphe, mais plutôt quelque chose qui s'épanouissait si subtilement que seuls des yeux entraînés par l'affection pouvaient le percevoir. Au cours d'un repas, le garçon, qui gardait toujours ses couverts immobiles près de son assiette, tint la cuillère un instant. Ce n'était pas seulement l'acte mécanique de saisir un objet, mais l'intention qui vibrait en lui. Il ne l'utilisait pas pour manger, mais pour faire glisser délicatement une partie de la purée en un demi-cercle parfait, répétant le motif créé par le cuisinier quelques jours auparavant. C'était une réplique, une réponse silencieuse, mais chargée de sens. C'était comme si, pour la première fois, il acceptait l'invitation invisible qui lui était adressée depuis si longtemps. Le millionnaire, assis en bout de table, remarqua le mouvement. Son cœur s'emballa, et, l'espace d'un instant, il sembla que tout autour de lui perdait toute couleur. Il voulut se lever, célébrer, crier au monde que son fils avait réagi, mais il resta immobile, paralysé par la peur de briser la délicatesse de cet instant. Tous ses muscles se contractèrent, car au fond de lui, il savait que de tels gestes ne se reproduisent pas sous la pression. La cuisinière, quant à elle, réagit avec une sérénité qui semblait surnaturelle. Elle se contenta d'observer, sans interrompre, sans féliciter, sans intervenir. Et le garçon continua, arrangeant les fruits, comme s'il écrivait une partition silencieuse. Cela ne passa pas inaperçu. Certains serveurs échangèrent des regards, et l'une des serveuses faillit laisser tomber son pichet en remarquant la situation inhabituelle. Mais le cuisinier, d'un regard ferme, fit comprendre à personne qu'il ne fallait réagir. Il devait s'approprier pleinement ce moment. Le millionnaire ressentit un étrange mélange de fierté et de ressentiment. La fierté de voir son fils s'exprimer, le ressentiment de ne pas être le pont qui le reliait à lui. Une question grandit en lui, plus douloureuse que tout diagnostic. Comment un inconnu avait-il pu, en si peu de temps, ouvrir des portes que lui, le père, n'avait même pas pu toucher? Ce soir-là, le garçon ne se contenta pas de toucher la nourriture. Sa respiration fut différente, plus régulière, moins crispée, et l'espace d'un instant, son regard croisa celui du cuisinier. Ce n'était plus un regard perdu, vide ou distant comme toujours, mais un échange, aussi infime soit-il, de reconnaissance. Le millionnaire le remarqua et ressentit un pincement au cœur qui transperça sa fierté. Pour la première fois depuis des années, son fils ne le regarda pas, mais quelqu'un d'autre. C'était comme s'il lui disait, sans un mot,
qu'il y avait là un point de confiance. La cuisinière s'écarta discrètement pour ne pas gâcher l'instant, mais au fond d'elle, le sentiment était clair. Elle avait trouvé la clé. Il ne s'agissait pas de recette, ni de technique. Il s'agissait de voir ce que personne d'autre ne pouvait voir. Chaque geste du garçon dissimulait sa propre logique, un univers qu'il fallait simplement respecter. Elle savait que ce n'était que le début, mais elle pressentait aussi que le chemin qui s'ouvrait pourrait révéler quelque chose qui changerait à jamais la vie de la famille. Alors que la nuit avançait, le millionnaire monta à son bureau, tentant de rationaliser ce qu'il avait vu. Il voulait y croire, mais il ne pouvait se permettre d'être fragile. Il feuilletait des rapports, analysait des chiffres et cherchait des distractions, mais à chaque ligne, il ne voyait que l'image de son fils faisant glisser la cuillère. Le sentiment était bouleversant. Peut-être, pour la première fois, il avait vu une vraie réponse, et cela le plaçait face à un dilemme impossible à ignorer. Et c'est dans ce dilemme que le millionnaire a commencé à prendre une décision qui changerait non seulement sa relation avec son fils, mais aussi la position du cuisinier au sein de ce manoir. Une décision qui pourrait unir ou détruire le fil fragile qui commençait à se développer dans ses gestes silencieux. Le millionnaire ne dormit pas cette nuit-là. Le tic-tac de l'horloge murale semblait se moquer de son incapacité à contrôler ce qui se passait chez lui. Lui qui avait bâti des empires, manipulé les marchés et vaincu ses rivaux sans hésitation, se retrouvait désormais face à une force qu'il ne comprenait pas. L'image de son fils tenant la cuillère, répétant le motif du cuisinier, lui revint à l'esprit comme une obsession. Il n'était plus possible de l'ignorer. Ce n'était pas une coïncidence. Quelque chose se produisait, quelque chose qui échappait à la logique qui régissait son monde de chiffres et de contrats. La question qui résonnait en lui était inévitable. Qu'avait cette femme que les autres n'avaient pas? Le lendemain, il décida d'affronter l'énigme de front. Il descendit tôt pour le petit déjeuner, s'assit à table et attendit. Les employés échangèrent des regards, surpris par l'arrivée précoce de leur patron, mais personne n'osa le questionner. Lorsque la cuisinière entra, portant les plateaux, le silence se fit. Le millionnaire l'observa avec une attention froide, comme s'il analysait un adversaire. Il voulait voir s'il y avait ruse, manipulation, simple coïncidence. Mais chacun de ses gestes était dénué de toute prétention. Les plats étaient soigneusement disposés, la table dressée avec une symétrie presque invisible, et à côté de la table du garçon, se trouvait un verre transparent, rempli à une ligne précise, comme si tout était conçu pour offrir prévisibilité, sécurité et rythme. Le garçon arriva peu après, traversant le marbre brillant du couloir en traînant les pieds. Son regard semblait plus alerte que d'habitude. Lorsqu'il s'assit, il resta immobile quelques secondes, comme toujours. Puis, lentement, ses doigts effleurèrent le verre d'eau. Les yeux du millionnaire s'écarquillèrent. Ce n'était pas seulement un geste physique, c'était une attention particulière. Il fit glisser le verre jusqu'à ce que le bord s'aligne avec la marque invisible sur la nappe. C'était précis, presque mathématique. Le cuisinier le remarqua et, au lieu de s'approcher, pour l'aider, déposa discrètement un morceau de pain coupé en rectangle sur le bord de l'assiette. Le garçon comprit l'invitation. Il prit le pain et le repositionna, l'alignant avec le verre. Il construisait un motif et, pour la première fois, il semblait vouloir le partager avec quelqu'un. Le père sentit une boule se nouer dans sa gorge. L'envie d'intervenir était irrésistible. J'avais envie de demander, d'encourager, de crier d'excitation, mais en même temps, j'avais peur de tout gâcher. La cuisinière, calmement, fit un geste encore plus audacieux. Elle sortit un petit pot de confiture rouge et traça une fine ligne sur l'assiette, presque comme une route. Le garçon observa quelques secondes, puis traîna le morceau de pain le long de la ligne jusqu'au bout, comme pour terminer le chemin. Il n'y avait pas de mots, pas de sourire, mais une communication claire et indiscutable qui laissa le millionnaire sans voix. Pendant ce temps, les serviteurs, immobiles, sur les côtés de la pièce, observaient la scène dans un silence respectueux, comme s'ils étaient témoins d'une scène qui ne leur appartenait pas. Le millionnaire, à l'intérieur, oscillait entre fascination et fureur. Fascination, car il voyait enfin son fils réagir. Fureur, car il ne pouvait accepter que le pont soit construit par quelqu'un d'autre que lui. Son cœur battait la chamade, comme s'il menait une bataille invisible, une bataille silencieuse pour l'âme de son fils. Une fois le repas terminé, le millionnaire congédia tous les domestiques, sauf le cuisinier. La salle se vida et il resta assis, la fixant d'un air empreint de doute et de méfiance. Finalement, sa voix rompit le silence. « Que faites-vous avec mon fils »
La question n'était pas empreinte de curiosité, mais de menace, comme s'il avait besoin de reprendre le contrôle qui lui échappait. Le cuisinier, sans trembler, répondit simplement « Je ne lui fais rien. J'écoute simplement ce qu'il essaie de dire depuis tout ce temps. » La phrase résonna dans l'esprit du millionnaire comme une accusation. Il n'avait jamais songé que le problème ne résidait peut-être pas dans le silence de son fils, mais dans sa propre incapacité à l'écouter. Cela le blessa comme aucun échec commercial ne l'avait jamais fait, car pour la première fois, il réalisait que toute sa vie pouvait être bâtie sur une erreur douloureuse, et tandis qu'il essayait de traiter cette vérité, le millionnaire n'a pas remarqué que, de l'autre côté de la table, le garçon bougeait ses mains différemment, comme s'il essayait de faire un geste que personne n'avait jamais vu auparavant. Le geste du garçon semblait insignifiant pour ceux qui n'y prêtaient pas attention, mais pour le cuisinier, il avait le poids d'une révélation. Ses mains, auparavant immobiles ou figées dans des mouvements répétitifs, cherchèrent maintenant quelque chose de plus. Ses doigts s'ouvrirent lentement sur la nappe blanche et commencèrent à glisser, dessinant des lignes, invisibles sur le tissu, comme s'ils écrivaient leur propre langage, une calligraphie secrète connue de lui seul. Le millionnaire, bras croisés et visage figé, observait, essayant d'en déchiffrer le sens, mais le cuisinier comprit immédiatement. Ce n'était pas de la désorganisation, c'était un schéma, un appel silencieux à la continuité. Elle se dirigea vers la cuisine et revint avec un simple plateau de haricots secs, soigneusement triés en petits tas. Elle le déposa devant lui sans un mot, lui offrant simplement la matière première pour qu'il puisse continuer. Le garçon pencha la tête, prit une grande inspiration et, avec la précision d'un architecte, commença à aligner les haricots en rangées symétriques. D'abord 4, puis 2, puis 4 de nouveau. Le millionnaire retint son souffle. C'était du rythme, une répétition pleine de sens, pas un simple hasard. Le garçon démontrait qu'il possédait son propre système de communication, caché à la vue de tous. Le père ressentait un mélange de fierté et de malaise. Fierté parce qu'il voyait enfin chez son fils une trace de raisonnement structuré, une preuve d'intelligence que tant de gens avaient niée au fil des ans. Malaise parce que la clé pour déchiffrer ce code n'avait pas été découverte par lui, mais par une femme simple, à la voix calme, aux mains marquées par le travail. Cette blessure invisible commençait à éroder sa résistance. Et pourtant, il ne pouvait le nier. Quelque chose de réel se produisait sous ses yeux. Tandis que le garçon rangeait les haricots, la cuisinière ajustait silencieusement les petits détails autour d'eux. Elle tournait discrètement les assiettes pour que leurs angles correspondent aux alignements créés par le garçon, retirait les couverts qui perturbaient l'harmonie visuelle et réduisait les bruits susceptibles de troubler la concentration. On aurait dit qu'elle comprenait instinctivement que chaque petit geste était essentiel dans ce rituel. Le millionnaire, de plus en plus qu'intrigué, commença à se demander si cette femme possédait vraiment un savoir caché, qu'aucun des experts renommés qu'il avait précédemment engagés n'avait démontré. L'atmosphère, auparavant chargée de tension, devint une sorte de temple silencieux. Le garçon termina d'aligner les haricots et, pour la première fois depuis longtemps, leva les yeux. Son regard croisa à nouveau celui du cuisinier, mais cette fois, il y eut plus qu'une simple reconnaissance. Il y eut un appel à la continuité, presque comme pour dire « Ne t'arrête pas, comprends-moi ». Le cœur du millionnaire battait la chamade. Il n'avait jamais ressenti un tel lien avec son propre fils. L'envie et l'espoir se livraient une lutte silencieuse en lui. Soudain, le garçon fit quelque chose d'inattendu. Il tendit un haricot vers son père, un geste clair de partage. Le millionnaire se figea. Il ne savait pas s'il devait toucher le haricot, s'agissait-il d'une invitation ou d'une simple complication. La cuisinière, sans un mot, inclina simplement la tête en signe d'approbation, comme pour une permission silencieuse. Tremblant, le millionnaire tendit les doigts et prit le haricot. L'espace d'un instant, le monde entier sembla s'arrêter. Le fils ne retira pas sa main, ne se referma pas, se contenta d'observer. C'était leur première interaction directe depuis des années, et bien qu'infime, elle avait la force d'un tremblement de terre émotionnel. À cet instant, le millionnaire sentit quelque chose se briser en lui. C'était comme si tout le pouvoir qu'il avait accumulé toute sa vie ne valait rien comparé au grain de sable offert par son fils. Le poids de son arrogance, de son orgueil et de son incapacité à écouter s'abattit sur lui comme une avalanche silencieuse. Mais, avec cette douleur, une étincelle de nouveauté naquit. Peut-être existait-il encore un moyen de reconstruire ce pont qui semblait perdu. Le garçon, cependant, ne s'arrêta pas. Il continua d'aligner les haricots,
Mais cette fois, il changea le motif. Il introduisit une séquence qui n'avait pas immédiatement de sens, comme pour vérifier si quelqu'un pouvait le suivre. Le millionnaire essaya de la déchiffrer, mais échoua. Le cuisinier, quant à lui, comprit son raisonnement et, par des gestes subtils, repositionna 2 des haricots mal alignés. Le garçon la regarda et hocha légèrement la tête, un geste qui semblait indiquer son approbation. Le père observait, partagé entre la gratitude de voir son fils réagir et la colère de réaliser que le pont n'était pas le sien. À chaque seconde qui passait, le cuisinier devenait non seulement un employé, mais la clé d'un mystère qu'il ne comprenait toujours pas. Et cette prise de conscience le consumait, car à l'espoir s'ajoutait la peur de perdre le contrôle de sa propre famille. Une fois le repas terminé, le cuisinier ramassa soigneusement les haricots et les conserva dans un bocal transparent, tel de précieux trésors. Le garçon suivit le mouvement des yeux, comme pour signifier qu'il souhaitait que cela continue le lendemain. Le millionnaire resta assis, immobile, ruminant tout. Il savait, au fond de lui, que ce n'était que le début, mais il ignorait encore ce qui allait réellement se passer dans cette maison. Et c'est précisément dans cet état de suspension, entre doute et espoir, qu'un son inattendu a commencé à se former dans la gorge du garçon, un son rauque, fragile, comme si le silence qui durait depuis des années commençait à céder à l'intérieur. Le son était si bref et fragile que, d'abord, personne ne sut avec certitude s'il s'était réellement produit ou s'il s'agissait simplement d'une illusion. Un bruit rauque s'échappa de la gorge du garçon, quelque chose entre une voyelle incomplète et un souffle d'air comprimé. Mais pour quelqu'un qui avait attendu des années le moindre signe, c'était plus précieux que toutes les fortunes amassées dans les coffres familiaux. Le millionnaire se leva de sa chaise comme sous le choc. Tout son corps tremblait. Ses yeux s'emplissaient de larmes malgré lui, mais il se retint de réagir pour ne pas rompre ce fil délicat. La cuisinière, avec la sérénité qui semblait être son plus grand atout, se pencha simplement légèrement en avant, offrant au garçon un espace sûr pour réessayer. Le garçon porta la main à sa gorge, comme s'il cherchait à comprendre son propre corps. Son regard, autrefois perdu, cherchait maintenant quelque chose. Le cuisinier lui apporta un verre d'eau et le fit glisser sur la table. Ce geste n'était pas une imposition, mais une complicité. Le garçon tenait le verre à 2 mains, but lentement, et en le baissant, ses lèvres remuèrent comme pour former des syllabes. Aucun mot clair ne sortit, mais l'effort était déjà perceptible. C'était comme si le silence qu'il avait emprisonné pendant tant d'années commençait à voler en éclats. Le millionnaire ne savait que faire. Ses yeux étaient rivés sur son fils, mais son cœur battait la chamade. Une part de lui le suppliait de courir, de serrer le garçon dans ses bras, de l'encourager à parler. Une autre part, submergée par l'orgueil et la peur, murmurait que ce n'était peut-être qu'un hasard, un pépin passager, qui ne se reproduirait plus. Mais en même temps, il savait, il ne pouvait plus le nier. Quelque chose de nouveau se produisait sous ses yeux, et cela changeait tout. La cuisinière, remarquant le conflit sur le visage de son patron, ne quitta pas le garçon des yeux. Elle sortit un petit morceau de papier et un simple stylo de la poche de son tablier. Elle le lui présenta sans se presser, comme pour lui proposer une solution alternative. Le garçon hésita, fixa le papier, puis prit le stylo. Sa main trembla, mais il parvint à tracer une ligne courbe, puis une autre, formant quelque chose qui ne ressemblait pas à un mot, mais à un symbole. La cuisinière sourit, comprenant qu'il ne s'agissait pas d'écrire de manière conventionnelle, mais de libérer ce qui était prisonnier. Le garçon essayait, d'une certaine manière, de communiquer. À cet instant, le millionnaire s'avança. Il voulait voir ce que son fils avait écrit, mais il s'arrêta à mi-chemin, paralysé par une peur ancestrale. Et si son fils rejetait son approche? Et si, en essayant de se rapprocher, il ruinait ce que le cuisinier avait construit? L'indécision était un lourd fardeau pour un homme habitué à toujours prendre des décisions rapides. Mais ici, face à son propre fils, chaque choix lui semblait un piège. Le garçon posa son stylo, prit une grande inspiration et émit un autre son. Cette fois plus proche d'une syllabe, plus proche de quelque chose de reconnaissable. Ce n'était pas un mot clair, mais il y avait une intention, une direction. Le millionnaire pressa ses mains contre la table, essayant de contenir l'avalanche qui se formait en lui. Il assistait à ce que de nombreux experts avaient qualifié d'improbable. Une brèche s'était ouverte, et cette brèche était tout. L'atmosphère semblait imprégnée d'une énergie nouvelle. Les employés, observant discrètement de loin, savaient qu'ils assistaient à quelque chose d'unique. La cuisinière, cependant, restait imperturbable,
comme si elle savait déjà que ce ne serait que la première étape d'un long voyage. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement d'entendre un mot, mais de construire un pont solide, étape par étape. Le millionnaire, cependant, ne put se contenir plus longtemps. Il s'approcha de la table, s'agenouilla devant son fils et, d'une voix étranglée, qu'il prononçait rarement en public, dit doucement « Parle-moi, s'il te plaît ». Cette phrase rompit le silence pesant de la pièce. Le garçon le fixa, son regard profond, empli d'une expression incompréhensible. Il ne répondit pas, ne termina pas sa phrase, mais tendit la main et effleura les haricots encore dans l'assiette, les poussant lentement vers son père. C'est dans ce petit geste, chargé de sens, que le millionnaire comprit que les mots n'étaient peut-être pas le véritable objectif. Peut-être existait-il un autre langage, une forme de communication que jusque-là personne n'avait pu discerner. Et, tandis que cette pensée se formait encore dans son esprit, le garçon émit un autre son, plus fort, plus clair, comme s'il s'apprêtait à franchir le pas que personne n'avait jamais cru possible. Le son était si clair que l'atmosphère de la pièce changea aussitôt. Ce n'était pas un simple bruit ou un souffle informe, mais quelque chose qui ressemblait véritablement à un mot incomplet, comme si la gorge du garçon avait enfin trouvé une fente pour s'échapper. Le millionnaire porta les mains à son visage, incapable de croire que cela se produisait sous ses yeux. Ce n'était ni une illusion, ni une coïncidence. C'était réel. Le fils qui ne parlait à personne avait émis un son intentionnel, et c'était plus grand que n'importe quelle victoire commerciale, plus grand que n'importe quelle fortune accumulée dans les coffres de sa famille. Le garçon resta immobile quelques secondes, comme s'il essayait lui aussi de digérer son acte. La cuisinière, quant à elle, ne manifesta aucune surprise excessive. Elle savait que c'était le moment le plus délicat, la frontière entre progrès et recul. Elle s'approcha lentement, déposa une serviette en lin pliée devant lui et d'un geste calme, tapota la table du doigt à un rythme doux, presque comme si un battement de cœur externe accompagnait le battement interne. Le garçon le suivit des yeux, prit une profonde inspiration et réessaya. Le son était brisé, fragmenté, mais porteur de la même force. C'était comme si le silence des années commençait à se fissurer, libérant un courant accumulé qui ne demandait qu'à être rythmé pour exploser. Le millionnaire, agenouillé devant son fils, tremblait. L'image de l'homme qui dirigeait des entreprises et dictait le destin des sociétés sur le marché mondial s'évanouit. Il ne restait plus qu'un père à l'état brut, avide d'entendre un mot. Il essaya de répéter doucement « Parle, parle-moi ». Des larmes coulaient sur son visage, incapable de les retenir. Le garçon détourna le regard, non pour se fermer, mais pour se concentrer sur les haricots encore disposés sur la nappe. Du doigt, il commença à les réarranger. D'abord 2 en ligne, puis 3 en courbe, puis un seul. Le millionnaire ne comprenait rien, mais le cuisinier avait compris. Le garçon essayait d'associer des sons à des motifs visuels. Il créait son propre alphabet avec des couleurs, des formes et des sons. Elle prit un fruit rouge et le plaça à côté des haricots isolés, renforçant ainsi le contraste. Le garçon émit un son plus ferme, encore confus, mais évoquant une voyelle allongée. Le cuisinier hocha la tête et, pour la première fois de sa vie, le millionnaire réalisa combien il était important de saluer une tentative, même imparfaite. Peu importait que le mot ne sorte pas entier, peu importait qu'il ne soit pas clair. Ce qui comptait, c'était l'effort, le pont qui commençait à se construire. Les employés, observant de loin, retenaient leur souffle. Personne n'osait bouger, comme si le moindre mouvement brusque pouvait perturber ce moment rare. Le millionnaire, sentant la tension, fit signe à tout le monde de partir. Il ne voulait pas de témoins, ni que le monde extérieur envahisse cette intimité. Il voulait simplement se tenir là, devant son fils, devant ce silence qui se transformait peu à peu en voix. Le garçon essaya de nouveau. Le son était maintenant en 2 parties, presque une syllabe complète. Son père se figea, attendant la suite. La cuisinière s'approcha et murmura doucement « Tu peux ». Elle n'exigea rien, n'insista pas, se contenta de le rassurer. Le garçon la regarda un instant, puis se tourna vers son père. Il ouvrit la bouche, mais le son ne sortit pas complètement. Le millionnaire, submergé par un tourbillon d'émotions, prit la main de son fils pour la première fois depuis des années. Le garçon ne la retira pas. Au lieu de cela, il la serra légèrement, comme pour lui signifier qu'il comprenait. Le contact de ses mains, l'une habituée au pouvoir, l'autre au silence, créa un lien indescriptible. Le millionnaire réalisa avec un frisson que ce n'était peut-être pas lui qui enseignait à son fils, mais l'inverse.
Peut-être était-ce le garçon qui lui montrait qu'il était possible de comprendre le monde autrement, par d'autres voies, sans avoir besoin de tout dominer par la hâte et le contrôle. Et à cet instant de révélation, tandis que les larmes du père coulaient et que le garçon lui serrait la main, quelque chose se produisit au fond de la pièce. Un bruit métallique résonna à la porte, un bruit injustifié, comme si quelqu'un avait interrompu une scène qui ne pouvait l'être. Le bruit métallique qui résonna dans la pièce n'était pas fort, mais il suffisait à briser la fragile bulle qui enveloppait le père, le fils et le cuisinier. La porte latérale du manoir s'était entr'ouverte, révélant la silhouette d'un des agents de sécurité qui avait accidentellement laissé tomber un trousseau de clés. Le bruit transperça l'air comme un éclair, et l'espace d'un instant, le garçon tressaillit, se bouchant les oreilles, tentant de se protéger de l'invasion soudaine du monde extérieur. Le millionnaire se retourna furieusement, le regard perçant de quelqu'un qui ne tolérait aucun défaut sur son propre territoire. Mais la cuisinière fut plus rapide. Avant que la tension ne submerge la pièce, elle s'accroupit devant le garçon, prit une profonde inspiration et se mit à fredonner une douce mélodie, presque un murmure, quelque chose qui semblait venir d'il y a longtemps, peut-être appris enfant dans une petite cuisine simple. La chanson n'était pas élaborée, elle était répétitive, rythmée, assurée. Et c'est sur ce rythme que le garçon commença à détendre ses épaules, à respirer plus régulièrement. Son père observait, incompréhensible. Ce qui semblait être un simple fredonnement portait une puissance disproportionnée, comme si on était capable de réorganiser le chaos causé par le bruit. Le millionnaire essaya de se rappeler s'il avait déjà utilisé la musique pour communiquer avec son fils, mais la réponse lui fut cinglante. Non, il n'avait jamais rien tenté qui ne fût technique, rationnel, logique ou coûteux. Il avait toujours cherché des solutions dans les cabinets médicaux, les cliniques et les laboratoires. Il n'avait jamais recherché la simplicité. Le garçon releva lentement la tête, les yeux encore humides, mais fixés sur le cuisinier. Puis, au milieu de cette mélodie répétitive, un son sortit de sa bouche. Ce n'était pas un mot clair, mais un son qui imitait la cadence de la musique. Une tentative de suivre. Le cuisinier, sans interrompre la chanson, hocha la tête, comme pour saluer l'effort. Et le millionnaire, toujours agenouillé, sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Il regardait son fils tenter de s'exprimer non plus par des gestes, mais par quelque chose qui s'apparentait à la parole. Et c'était plus grand que toutes les négociations qu'il avait jamais remportées de sa vie. Mais, parallèlement à l'émotion, un sentiment de malaise montait en lui. À chaque petit pas en avant, c'était toujours la présence de la cuisinière qui lui ouvrait la porte. Il ne pouvait ignorer que son fils cherchait en elle du réconfort, de la confiance, une réponse, et cela blessait profondément son orgueil. Une partie de lui voulait crier, la chasser, reprendre le contrôle. Une autre partie, cependant, savait que la chasser anéantirait sa seule chance d'entendre son fils parler. L'agent de sécurité, gêné, s'était déjà éloigné, refermant soigneusement la porte pour ne plus l'interrompre. Mais le millionnaire restait obsédé par ce détail. Si un simple bruit pouvait bouleverser le garçon à ce point, le monde extérieur demeurait une menace constante. Comment le protéger? Comment le préparer? Aurait-il la force d'affronter un monde qui ne comprend ni ses règles, ni sa logique, ni son rythme? Ces questions commençaient à ronger le cœur du père, tandis que le cuisinier maintenait le fil délicat qui maintenait leur lien. Et c'est à cet instant, tandis que le garçon répétait doucement la mélodie, que la cuisinière remarqua quelque chose qui était passé inaperçu jusque-là. Il y avait un schéma caché dans sa façon de réagir, une sorte de mot de passe qui se répétait dès qu'il se sentait en sécurité. Ce schéma n'était pas un simple détail, mais peut-être la clé pour transformer ce silence en langage. Et en réalisant cela, elle comprit que la prochaine étape exigerait bien plus de courage que quiconque dans cette maison n'était prêt à en offrir. Le schéma était presque invisible à l'œil nu, mais le cuisinier l'identifiait clairement. Dès que le garçon se sentait en confiance, il répétait un cycle. D'abord, il fixait un petit détail, puis il respirait plus profondément, et enfin, il tentait de reproduire des sons ou des mouvements qui lui semblaient auparavant impossibles. C'était comme si la confiance était la clé qui ouvrait lentement les portes d'un univers jusque-là impénétrable. À chaque répétition, quelque chose de nouveau émergeait, comme si le garçon avait créé un code secret pour dire « Maintenant, je peux essayer ». Le millionnaire, encore aux prises avec l'incrédulité et l'orgueil, observait avec une attention désespérée. Il essayait de comprendre ce que le cuisinier voyait et que lui-même ne voyait pas. Il essayait, mais ça
propre cécité le frustrait. Pendant des années, il avait cru qu'insister, faire pression et exiger suffisait. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que son fils avait besoin de silence, de rythme et de soutien. Il se sentait petit comparé à cette femme qui, en si peu de temps, avait découvert ce que médecins, psychologues et thérapeutes avaient les payé une fortune et n'avaient jamais réalisé. Le lendemain matin, la cuisinière décida d'oser. Au lieu de simplement disposer les aliments ou de fredonner, elle apporta de petits objets du quotidien sur la table. Une cuillère en bois, un couvercle de casserole, une tasse qui produisait un léger son lorsqu'on la tapotait. Chacun de ces objets semblait banal aux habitants du manoir, mais entre ses mains, ils devinrent des instruments. Elle tapota la cuillère contre le couvercle à 2 reprises, créant un son rythmé. Les yeux du garçon s'écarquillèrent. Il reconnut la cadence et répondit en tapotant la table du doigt, répétant le motif. Le millionnaire resta bouche bée. Il assistait à un dialogue, un vrai dialogue, même s'il n'était fait que de sons et de rythmes. Le garçon commença à explorer davantage. Il posa la tasse sur la table et la poussa lentement, créant une traînée qui produisit un bruit continu. Le cuisinier écouta attentivement et lui rendit le même son en utilisant le couvercle de la marmite. Le garçon sourit légèrement, un sourire léger, mais sincère. C'était la première fois depuis des années que ses muscles faciaux se courbaient ainsi. Le millionnaire sentit sa poitrine se serrer. Il hésitait entre pleurer de joie ou de honte. De joie, d'avoir enfin vu la vie de son fils s'épanouir. De honte, de réaliser que tout cela avait toujours été là, mais qu'il n'avait jamais eu la patience de le voir. Tandis que ce dialogue sonore se développait, la cuisinière remarqua quelque chose d'encore plus profond. Le garçon cherchait à créer des associations. Chaque son semblait lié à une intention, une émotion. Il ne produisait pas de bruits au hasard. Lorsqu'il était curieux, il produisait des sons aigus. Lorsqu'il était calme, il produisait des sons plus graves. C'était un vocabulaire embryonnaire, une grammaire que le monde n'avait jamais tenté de déchiffrer. La cuisinière comprit que si elle parvenait à élargir ce code, elle pourrait peut-être transformer le silence en parole et l'isolement en communication. Le millionnaire, incapable de contenir son émotion, interrompit l'instant. « De quoi a-t-il besoin pour aller plus loin? Que faites-vous que personne d'autre ne fait ?» demanda-t-il d'une voix tremblante, mêlée d'espoir et de colère. Le cuisinier le regarda et dit « Il n'a pas besoin de quelqu'un pour parler à sa place. Il a besoin de quelqu'un qui apprenne à l'écouter. » La phrase le frappa comme une phrase. C'était comme si tous les murs qu'il avait érigés autour de sa fierté s'effondraient d'un coup. Le garçon, insensible au poids des mots, continua son dialogue musical, de plus en plus détendu, plus confiant. Mais à mesure qu'il avançait à petits pas, la tension montait dans le cœur du millionnaire. Il commença à comprendre que la transformation de son fils n'était pas seulement une victoire. C'était aussi un cruel miroir, lui montrant combien son incapacité à entendre les avait condamnés à des années de séparation. Et c'est dans ce mélange de progrès et de souffrance que quelque chose d'inattendu se produisit cette nuit-là. Le garçon, seul dans sa chambre, commença à émettre des sons tout seul, sans l'encouragement du cuisinier, sans public, sans pression, comme s'il avait enfin découvert qu'il pouvait, pour la première fois, se parler à lui-même par sa voix. Cette nuit-là, tout le manoir sembla s'endormir plus tôt que d'habitude, mais il y avait une pièce où le silence n'était plus absolu. Derrière la porte close, le garçon était assis par terre, entouré de petits objets qu'il avait récupérés pendant la journée. Une petite voiture oubliée par d'anciens thérapeutes, une caisse en bois vide et le même bocal de haricots que le cuisinier avait conservé. Il aligna les haricots, poussa la voiture d'avant en arrière et l'appuya contre la caisse pour produire un son creux. À chaque son, sa bouche s'ouvrit comme pour imiter la vibration. Et c'est là, dans l'obscurité, sans public, que pour la première fois le garçon commença à parler au silence lui-même. Les sons étaient confus, mais il y avait une intention. Des syllabes fragmentées apparaissaient comme des vagues s'écrasant sur le sable. Brèves, rapides, puis plus longues. A, O. L'écho se mêlait au bruit de la charrette. C'était comme s'il inventait un langage primitif, une façon de traduire sa logique intérieure au monde extérieur. Il ignorait que le millionnaire, poussé par une agitation qui l'empêchait de trouver le repos, se tenait devant la porte, essoufflé, à l'écoute de tout. Son père pressait son front contre l'encadrement de la porte et pleurait en silence, car chaque syllabe prononcée lui transperçait l'âme comme un poignard et une bénédiction à la fois. La cuisinière, de l'autre côté du manoir, était également réveillée.
Elle savait que quelque chose se tramait hors de sa portée. Elle sentait que le garçon avait besoin d'espace pour expérimenter seul. Et si elle voulait être là pour le guider, elle comprenait que certaines étapes devaient être franchies sans témoin. C'était un risque, mais aussi une libération. Le millionnaire, déchiré, hésitait entre entrer dans la pièce et respecter ce moment intime. Chaque fibre de son être le pressait d'entrer, de serrer son fils dans ses bras, de lui dire qu'il était là. Mais en même temps, une peur paralysante le retenait. Et si sa présence brisait le courage retrouvé du garçon? Et si le mot qui émergeait se noyait dans l'attente? Il resta immobile, tel une ombre, laissant simplement couler ses larmes, en écoutant les tentatives de son fils. À l'intérieur, le garçon appuya de nouveau le chariot contre la caisse et cette fois, marmonna quelque chose de différent, quelque chose qui ressemblait à un mot incomplet, mais qui avait la forme d'un appel. Le millionnaire retint son souffle. Il reconnut, dans ce son imparfait, une syllabe de son propre nom. Ce fut un éclair. Son fils ne se contentait pas d'expérimenter avec les sons, il essayait de l'appeler. L'homme, qui s'était toujours enorgueilli de sa force inébranlable, glissa contre le mur et s'écroula sur son siège dans le couloir, incapable de supporter le poids de cette révélation. Il resta là jusqu'à ce que le garçon, fatigué, s'endorme par terre, serrant le pot de haricots contre lui comme un trésor. Lorsqu'il trouva enfin le courage d'ouvrir la porte, il entra en silence, recouvrit son fils d'une couverture et contempla ce visage paisible. Pour la première fois depuis longtemps, il ne vit pas seulement l'absence, il vit le possible, il vit l'avenir. Mais en lui, une peur grandissait encore plus que le silence. Précédent. Et si ce progrès était trop fragile pour survivre au monde extérieur? Et si le garçon, en quittant cette bulle soigneusement construite, était écrasé par la cruauté d'une réalité qui ignore ses règles? Ces questions ne quittaient pas l'esprit du millionnaire. Et tandis qu'il regardait son fils dormir, il réalisa que la plus grande bataille était encore à venir. Une bataille qui ne se livrerait pas dans le manoir, mais au-delà des grilles de fer qui entouraient sa vie de luxe. Le lendemain matin, le millionnaire entra dans son bureau plus tôt que d'habitude, mais pas pour examiner des contrats ou négocier des actions. Il s'assit à son bureau en acajou, ouvrit le tiroir où il conservait des documents confidentiels et en sortit un dossier qu'il n'avait jamais montré à personne. À l'intérieur se trouvaient des rapports médicaux, des expertises spécialisées et des rapports de dizaines de cliniques qui, au fil des ans, lui avaient assuré qu'il n'y avait aucun espoir. Il feuilleta les pages d'une main tremblante, comme si chaque signature, chaque diagnostic était désormais un mensonge, démenti par la réalité dont il avait été témoin la veille. Son fils, resté silencieux si longtemps, commençait à émettre des sons et à chercher à communiquer par lui-même. Ce n'était pas un miracle soudain, c'était un processus qui n'était devenu possible que parce que quelqu'un avait enfin appris à l'écouter. Il referma le dossier d'un coup sec, le clic résonnant. Dans la pièce, pour la première fois depuis des années, il réalisa que son argent n'avait servi qu'à ériger des murs autour du problème, sans jamais l'affronter. La cuisinière, en quelques jours seulement, avait accompli plus que tous les spécialistes réunis. Cela ne signifiait pas qu'elle possédait un remède miracle, mais que sa sensibilité, sa patience et son courage avaient ouvert une porte que personne n'avait osé toucher. Le millionnaire ressentit un mélange de gratitude et d'humiliation, car il acceptait au fond de lui-même avoir toujours cherché des réponses trop grandioses pour quelque chose qui s'était peut-être toujours caché dans la simplicité. Tandis qu'il réfléchissait, il entendit des pas légers dans le couloir. C'était la cuisinière qui apportait le petit déjeuner, une action qui lui avait semblé routinière, mais qui prenait désormais un sens nouveau. Lorsqu'elle entra, ses gestes ne trahissaient aucune arrogance, simplement du naturel. Elle posa le plateau sur la table et se servit une tasse de café en silence. Le millionnaire, toujours en train de consulter les journaux, demanda à voix basse, presque comme dans un confessionnal, « Croyez-vous qu'il puisse vraiment parler ?» La cuisinière ne répondit pas immédiatement. Debout face à la fenêtre où filtrait le soleil matinal, elle dit « Je ne sais pas s'il parlera comme vous l'espérez, mais il en dit déjà beaucoup plus qu'avant. Le problème n'a jamais été sa voix. Le problème, c'est que le monde n'a pas su l'écouter. » Ces mots transpercèrent le millionnaire comme une lame. Il repensa à tous les dîners silencieux, à toutes les fêtes où son fils n'était qu'une ombre, à toutes les nuits où il se tenait devant la porte de sa chambre à attendre un son qui ne venait jamais. Et maintenant, entendant que ce silence n'avait peut-être jamais été le sien, mais celui de tous ceux qui l'entouraient,
Il sentit le sol trembler. Le cuisinier ramassa le plateau vide et, avant de partir, ajouta calmement « Le plus dur, ce n'est pas qu'il apprenne à parler. Le plus dur, c'est que tu apprennes à écouter. » Le millionnaire était de nouveau seul, fixant son propre reflet dans la vitre. Il ne voyait pas un homme d'affaires invincible, mais un père imparfait, blessé et épuisé. Dehors, les jardins étaient immaculés. La fontaine jaillissait comme toujours, mais en lui, quelque chose s'effondrait. Il devait décider quoi faire de cette connaissance. Il devait choisir entre continuer à tout contrôler ou céder, définitivement au processus qui commençait. À l'étage, le garçon se réveillait. Son regard parcourait le plafond de sa chambre et, comme s'il répétait l'exercice de la veille, il se mit à émettre des sons fragmentés, mais cette fois avec plus de conviction. Il était seul et pourtant il osait essayer. À chaque syllabe imparfaite, il semblait tester une nouvelle limite, comme quelqu'un découvrant qu'il peut progressivement abattre ses propres murs. Mais au fond de la pièce, chose encore plus frappante. Sur la table, alignés avec précision, les haricots étaient rangés en rangées, prêts à être réorganisés selon de nouveaux motifs. Et lorsque la cuisinière ouvrit la porte pour l'appeler pour le petit déjeuner, elle remarqua quelque chose qui la fit s'arrêter quelques secondes. Le garçon ne se contentait pas de répéter des sons. Il essayait de former son premier mot, un mot court et simple, mais suffisamment puissant pour changer le destin de tous les habitants de la maison.